Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi, journal que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour, mercredi 5 mars, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du président de la République, Haj Ibrahim Boubacar Keïta. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir Raoui Touré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Tout à fait, Raoui Touré, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre du Plan et de la Prospective, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du Centre d'études et de renforcement au cadre organique du Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP. Le Centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP a été créé en 2005 pour apporter un appui aux services publics dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques de développement et dans le renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile. Pour son fonctionnement, le centre a bénéficié d'une aide financière de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, pour une période de 4 ans. Malgré les résultats appréciables et encourageants obtenus dans le cadre de cet appui, les besoins de renforcement des capacités demeurent importants tant au niveau des secteurs publics et privés qu'au niveau des organisations de la société civile. Ce constat a conduit le gouvernement à solliciter et à obtenir le financement de la poursuite de l'appui de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Le nouvel appui vise à renforcer les capacités humaines de l'administration publique dans la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et de la stratégie de croissance, contribuer au renforcement du dialogue entre l'administration et les acteurs non étatiques, renforcer les capacités institutionnelles et humaines de la direction dans la réalisation des travaux d'études et de recherche. Pour atteindre ces objectifs, il est envisagé de procéder à certains changements dans les modalités de fonctionnement, dans la composition et l'effectif du personnel de la direction et dans la composition des autres organes d'administration et de gestion du centre. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture de 50 véhicules Kia KM 450 au ministère de la Défense et des anciens combattants. Le marché ainsi approuvé porte sur la livraison de 50 véhicules Kia KM 450 au ministère de la Défense et des anciens combattants pour contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité dans leur mission de défense du pays. Le marché est conclu avec la société WAD Motors pour un montant de 2 329 millions de francs CFA environ, hors taxes et hors douane, et un délai d'exécution de 10 jours. Le financement est assuré par les fonds issus de la contribution des populations à l'effort de guerre. Et sous le rapport du ministre de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la répartition de l'aide financière de l'État aux partis politiques au titre de l'année 2013. La loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques dispose que les partis politiques bénéficient d'une aide financière de l'État qui sera inscrite au budget de l'État. Le montant annuel de cette aide représente 0,25% des recettes fiscales. En application de cette disposition, le gouvernement a prévu au titre du financement public des partis politiques pour l'exercice budgétaire 2013 une enveloppe financière de 1 927 363 502 francs CFA. De l'analyse du rapport de vérification des comptes et des partis politiques de la section des comptes de la Cour suprême, il ressort que sur 46 partis ayant déposé des dossiers, 38 partis politiques ont été déclarés éligibles au financement public au regard des critères exigés par la loi. La somme de 1 694 197 997 francs CFA est repartie entre ces 38 partis politiques. Le montant non affecté de 233 165 505 francs CFA sera reversé au Trésor public. Sur le rapport du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret
portant affectation au ministère de l'administration territoriale de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 5408 du cercle de Sikasso, 6 à Wayarma, zone de bureau d'une superficie de 24 à 96 centiares. La parcelle de terrain objet de l'affectation est destinée à abriter le siège du groupement d'intérêt économique Burkina Faso-Mali, Côte d'Ivoire, GIE, BMC, dans le cadre de l'exécution des projets pilotes du plan d'action global Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo, Djoulasso. Sous le rapport du ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme et de la commune rurale du Mandé. La commune rurale du Mandé est composée, outre la ville de Ouenzendougou, chef-lieu de la dite commune, de 24 villages. Sa population estimée à 59 352 habitants en 2009 atteindra 115 028 habitants en 2020, puis 209 918 habitants en 2030. Le développement démographique et spatial des villages qui constituent la commune et l'ampleur des activités qui y sont menées ont rendu nécessaire l'élaboration d'un document de planification en vue de permettre son développement harmonieux à court, moyen et long terme. L'adoption du schéma directeur d'urbanisme de la commune du Mandé s'inscrit dans ce cadre pour fixer les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement du territoire de la dite commune pour les 20 prochaines années 2014-2033. Il définit les principes d'organisation des agglomérations de la commune en matière d'habitat, d'activités, de voirie, de réseaux divers, de grands équipements, traite de problèmes environnementaux et précise les stratégies à mettre en œuvre pour l'application des orientations dégagées afin de promouvoir un meilleur cadre de vie pour les populations. Et sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du diplôme d'études spécialisées d'ES dans les établissements publics d'enseignement supérieur chargés des formations médicales et biomédicales au Mali. La création de l'École nationale de médecine, de pharmacie et de dentisterie dans notre pays en 1968, avec l'appui de l'OMS, a permis d'améliorer le ratio médecins généralistes population, mais le nombre de spécialistes reste insuffisant. Dans le souci de répondre aux besoins croissants et pressants des spécialistes, il a été créé à partir des années 2000 des certificats d'études spécialisées CES à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie FMPOS. L'analyse de la trentaine de certificats d'études spécialisées qui existent de nos jours a révélé des insuffisances dans les domaines administratifs, académiques et financiers. Le texte réglementaire de création des certificats d'études spécialisées varie d'une spécialité à une autre. En outre, les modes de recrutement, de financement et d'évaluation sont inadaptés et certains programmes au plan académique ne sont pas harmonisés avec les curricula de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Le présent projet de décret vise à prendre en charge ces insuffisances. Il consacre l'appellation du diplôme d'études spécialisées d'ES qui remplace le certificat d'études spécialisées. Il met en place un mécanisme de financement pérenne des diplômes d'études spécialisées et prend en compte la dimension semestrielle dans la planification des parcours de formation et la référence au curricula de l'Organisation ouest-africaine de santé. En outre, il introduit des conditions rigoureuses de création d'un DES et définit une administration type de gestion d'un DES. Au chapitre des mesures individuelles, au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a été informé de la nomination du colonel-major Oumar Ndao en qualité de chef d'état-major particulier du président de la République. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Conseiller technique, colonel Salifou Koulibaly, chargé des missions, lieutenant-colonel Abdoulaye Sidibé. Directeur général adjoint de la gendarmerie nationale, colonel Seydou Doumbia. Chef d'état-major adjoint de la garde nationale, colonel Wahoum Okone. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali en France, M. Cheikh Mouktari Diarra, journaliste. Au titre du ministère de la Sécurité, conseiller technique, M. Alioune Badara Djamoutene, inspecteur général de police, M. Mahamadou Djagouraga, inspecteur général de police.
Au titre du ministère du Développement rural, secrétaire général, M. Daniel Siméon Kelema, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Conseiller technique, Mme Diko Marie-Elisabeth Dambélé, inspecteur des finances, M. Yacouba Koulibaly, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, Mme Khan Rokia Magueraga, vétérinaire et ingénieur d'élevage. Directeur national de l'agriculture, M. Moussa Kamara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Directeur de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibid, M. Abakar Alzouma, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère de l'administration territoriale, préfet de cercle de Ansongo, chef d'escadron Moussa Konaté Menaka, chef d'escadron Sayon Kalei Traoré. Et c'est tout pour le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 5 mars 2014. Aoui Touré, bon suite du journal. Vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal. C'est donc aujourd'hui, 5 mars 2014, que commence le carême. C'est là un communiqué. Donc, je disais, c'est aujourd'hui, 5 mars 2014, que commence le carême pour la communauté chrétienne dans notre pays et de par le monde. À cette occasion, les fidèles chrétiens sont appelés à observer pendant 40 jours le jeûne. Le sens de cette période de pénitence est pour chacun de redécouvrir et de revivre le temps du sacrement du baptême reçu de tout temps. Le carême est une pratique spirituelle fondée sur la lecture de la Bible, de prière, d'aumône et de privation de plaisir. Donc, il est un temps de dévotion forte, de rapprochement à Dieu et de recherche de pardon pour les errements survenus. À cet effet, au nom du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement et de l'ensemble de la nation, nous implorons Dieu pour qu'il accorde à nos compatriotes et autres fidèles chrétiens qui vivent parmi nous un carême paisible et de spiritualité renforcée, qu'à terme ce jeûne soit celui des dévotions exaucées pour chacun et d'un retour d'une paix définitive pour notre pays. Un communiqué signé des mains du ministre délégué en charge des affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Oumar As Diallo. Je vous le disais dans les titres, les concertations nationales sur les priorités du gouvernement se sont achevées cet après-midi à Bamako. À l'issue des travaux, les participants ont fait une recommandation. Il s'agit notamment de l'accélération du retour des services techniques de l'administration dans les régions du Nord, de l'identification des actions d'urgence et de celles de développement pour faciliter leur traduction dans la loi des finances. Nous retrouvons le compte-rendu de Bourama Traoré. L'exercice a duré 3 jours. 3 jours pour permettre aux 200 participants de comprendre et de s'approprier les priorités nationales de développement pour la période 2013-2018. C'est l'un des objectifs de ces concertations nationales, des assises au terme desquelles les attentes semblent être comblées. Je peux affirmer que les objectifs assignés à ces concertations ont été atteints. Vous avez en particulier pu vous faire une idée précise de la cohérence et de la complémentarité entre les différents documents présentés. Parmi les documents présentés, le programme d'action du gouvernement, le programme de développement accéléré des régions du Nord, les cadres stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour traduire dans les faits les différents documents, une batterie de recommandations ont été élaborées. On retient entre autres une plus grande implication des acteurs nationaux et régionaux dans la mise en œuvre des politiques de développement. À celle-ci s'ajoute la dynamisation des mécanismes de suivi et évaluation au niveau régional et local. Ce n'est pas tout. Le renforcement des capacités des structures de production et d'analyse statistique, notamment l'INSAT, les CPS, les DRPCA. La prise en compte explicite des dimensions transversales, genre, démographie, ciblage des pauvres, etc., dans la mise en œuvre des actions. Une meilleure identification des actions d'urgence et des actions de développement et leur priorisation pour faciliter le processus de préparation de la loi des finances. Outre ces recommandations, les participants ont fait certaines propositions. Il s'agit notamment de la prise en compte des spécificités régionales dans la réalisation des différentes politiques de développement.
Plaidoyer pour la prise en compte des changements climatiques dans les politiques et programmes du secteur de développement rural, c'est l'intitulé d'un atelier à l'intention des membres du Conseil économique, social et culturel qui s'est tenu aujourd'hui. Organisé par l'Agence de l'environnement et du développement durable, cet atelier vise à renforcer les capacités de cette institution et l'inciter au besoin à plaider auprès des plus hautes autorités pour une meilleure prise en compte des questions de changement climatique. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Phénomène irréversible auquel tous les pays du monde doivent s'adapter, les questions du changement climatique sont au premier rang des préoccupations de notre planète. Leur gestion ne pourront se faire qu'à travers une synergie d'action. D'où l'organisation de cet atelier à l'intention des membres du Conseil économique, social et culturel. Les populations démunies des pays en développement souffrent tout particulièrement des répercussions du dérèglement climatique. Leur survie dépend directement de l'espace naturel, de l'agriculture, de l'élevage, des ressources en eau gravement perturbées par les changements climatiques. Fort heureusement, notre pays, face à cette détérioration de son potentiel de production, a posé un certain nombre de jalons parmi lesquels on peut citer la signature du protocole de Kyoto le 2 janvier 1999 et sa ratification le 11 février 2002. Selon des études sur les scénarios climatiques au Mali, on s'attend à une augmentation des températures et une baisse des précipitations. Le Conseil économique, social et culturel, dont les missions sont transversales, n'entend pas rester en marge de la lutte contre ce fléau dont les conséquences se font de plus en plus sentir sur le secteur primaire qui constitue le socle de l'économie du Mali. Pour la protection de l'environnement, le Conseil économique, social et culturel, à travers son président, s'engage à accompagner le département en charge de l'environnement et de l'assainissement. Le deuxième forum mondial des femmes francophones a pris fin ce matin à Kinshasa, en République démocratique du Congo, forum auquel a participé l'épouse du président de la République, Madame Keïta Aminata Maïga, aux côtés de la première dame de la RDC. Les femmes venues des 5 continents ont échangé pendant 2 jours sur 3 thèmes, à savoir femmes et éducation, femmes et pouvoir et femmes, paix et démocratie. Au terme des travaux, les femmes ont proposé 3 séries de recommandations pour rendre effective leur participation à toutes les instances de décision et le droit des filles à l'éducation. La synthèse de la clôture avec nos envoyés spéciaux Ndei Sissoko et Dembawan. Kinshasa a été pendant 2 jours la capitale de la francophonie. Près de 3000 femmes francophones, politiques et actrices de la société civile se sont rencontrées pour tenter de faire avancer leurs droits sur le continent. Pour cela, elles peuvent compter sur le soutien et les actions des premières dames de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, du Mali, Keïta Aminata Maïga, et du Congo-Brazza, Antoinette Sassou Nguesso, venue rejoindre ses sœurs pour la clôture du 2e Forum mondial des femmes francophones. Avec ce forum, l'objectif est d'abord d'obtenir un engagement des pays francophones, assurer la scolarisation des filles, condition sine qua non pour l'émancipation de la femme. Les femmes proposent 3 séries de recommandations. Elles demandent entre autres aux décideurs d'accélérer le mouvement mondial par des actions concrètes pour le droit des femmes. Que les gouvernements et les États membres de la francophonie prennent des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer l'accès effectif des filles à une éducation gratuite et obligatoire de qualité, au moins jusqu'à 16 ans. Nous souhaiterions également qu'ils nous assurent l'accès des femmes adultes à l'éducation à travers des programmes d'alphabétisation, de rescolarisation et de formation continue tout au long de la vie. Nous souhaiterions qu'ils prennent des mesures effectives pour garantir un environnement sûr et sans violence en milieu scolaire. Nous souhaiterions qu'ils mettent en œuvre des programmes d'emploi et d'insertion professionnelle répondant spécifiquement aux obstacles rencontrés par les femmes sur le marché du travail, notamment en améliorant les dispositifs de protection sociale. Le président de l'Assemblée nationale représentant le président de la République démocratique du Congo et le représentant de Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ont assuré qu'ils veilleront à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans l'espace.
Les participantes au forum, quant à elles, partent satisfaites. Je repars très contente de la tenue de ce forum parce que ça a été une participation massive des femmes francophones et surtout une participation de qualité. Cela veut dire tout simplement que les femmes ne sont pas seules à faire leur bataille. Elles sont avec les hommes, elles sont avec les chefs d'État. Au niveau des ateliers, nous avons débattu des thèmes qui sont très intéressants. Les recommandations que nous venons d'entendre sont des recommandations qui sied à tout le monde. Les défis sont encore nombreux et les enjeux importants. Les femmes devront donc rester vigilantes et veiller à l'application effective des recommandations prises pendant le forum. Recommandations et conclusions qui serviront à préparer le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie prévu à Dakar, au Sénégal, en novembre prochain. Restons à Kinshasa où la communauté malienne vivant donc à Kinshasa a profité du séjour congolais de l'épouse du président de la République, Mme Keïta Aminata Meiga, pour l'inviter un moment de convivialité entre frères et sœurs du Mali que nous racontent nos envoyés spéciaux d'Ensisoko et d'Embawana. S'il y a un rendez-vous que l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Meiga, n'aurait raté sous aucun prétexte, c'est bien la rencontre avec ses frères et sœurs maliens vivant en République démocratique du Congo. C'est donc avec grand bonheur qu'elle a accepté leur invitation pour échanger sur leurs préoccupations et leur apporter son soutien. Une présence appréciée à sa juste valeur par l'assistance. Durant votre séjour, nous étions à lait et à miel, car depuis les indépendances à ce jour, nous n'avons jamais reçu la visite d'une première dame du Mali. Imaginez notre joie et notre émotion. Et pour cela, nous vous demandons de bien vouloir être notre interprète auprès de votre auguste époux, président de la République du Mali, de transmettre notre soutien inconditionnel pour la reconstruction de notre beau pays et son action de réconciliation nationale. En toute convivialité, les Maliens de Kinshasa ont fait part de leurs doléances qui sont, entre autres, pouvoir accomplir leur devoir de citoyen en votant lors des prochaines élections. En effet, les Maliens de Kinshasa n'ont pas voté pendant la présidentielle pour n'avoir pas été enrôlés. Néanmoins, ils se disent très satisfaits que les Maliens aient élu Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, car c'est également leur choix. Les Maliens de la RDC l'ont dit, ils sont disposés à jouer leur partition dans la réconciliation et la consolidation de la paix dans leur pays. Keïta Aminata Meiga, tout en les remerciant, s'est dite disposée et engagée à faire part de leurs doléances au chef de l'État. Elle a invité chacun d'entre eux à s'impliquer davantage dans le processus de paix enclenché au Mali. La soirée s'est terminée par des bénédictions formulées pour que tous les Maliens unissent leurs cœurs et leurs actions pour le bonheur du Mali. Les femmes à l'honneur dans ce journal, nous le savons depuis hier, Madame Fadimata Touré est lauréate du prix international des femmes de courage. Le prix, elle a reçu son prix des mains de la First Lady des États-Unis, Michelle Obama, qu'on voit sur ces images. Ce prestigieux prix honore annuellement des femmes dans le monde entier qui ont démontré un courage exceptionnel et un leadership dans la défense de la paix, de la justice sociale, des droits humains, de l'égalité. Depuis la création de ce prix en 2007, le département d'État a honoré 76 femmes en provenance de 49 pays différents. Je rappelle que Mme Fadimata Touré est de Gao où elle a eu à mener une lutte pour la défense des droits de femmes en temps de crise. Comment protéger les espaces publics contre les occupations anarchiques? La question était au centre d'un échange entre le ministère de l'Urbanisme et de la politique de la ville et la population de la commune 5. C'était au cours d'une assemblée qui avait pour cadre la mairie de la commune 5 du district de Bamako, Lamine Keïta, compte rendu. L'objectif de cette rencontre d'échange est de partager avec la presse, les organisations de la société civile, les contenus de la nouvelle loi des finances publiques et le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ces deux documents adoptés en juillet 2013
introduisent plusieurs innovations dans la gestion des finances publiques. Ce qui est important par rapport à ce code-là, c'est que déjà, il y a l'obligation, donc, après la fin d'un régime, donc, carrément, de faire un rapport sur la gestion, d'auditer carrément la gestion donc, du régime passé, 3 mois après la fin du régime. Bon, l'autre aussi innovation, c'est que déjà, à un certain niveau de responsabilité, qu'est-ce qu'on soit élu ou haut fonctionnaire de l'État, il y aura l'obligation quand même de déclarer les biens avant d'exercer une fonction et après la fin aussi de la fonction. Il y a une loi donc, qui est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale pour sanctionner tout ce qui est cas d'enrichissement illicite. Et quand on aura des biens qu'on ne pourra pas justifier légalement, donc je crois que ça fera l'objet de sanctions. Et une loi a été élaborée par la justice et se trouve présentement sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un nouveau chantier qui a été ouvert au niveau de l'UEMOA. Il s'agit de modifier un peu le cadre de gestion des finances publiques qui vise à améliorer la transparence et l'efficacité des dépenses. Donc c'est vraiment une journée très importante. Selon les spécialistes du budget, ces nouvelles lois renforcent le contrôle, notamment parlementaire et juridictionnel. À Koulikoro, le chef d'état-major général des armées a rendu une visite aux soldats du groupement tactique interarmes Balanzan. Le général Mahaman Touré s'est entretenu sur place avec les officiers de l'EETM et quelques éléments des sections techniques du 4e bataillon. Au sortir de sa visite, le général a témoigné de sa satisfaction concernant la qualité de la formation de refondation de l'armée malienne. Seydou Traoré. C'est pour mesurer le chemin parcouru par le 4e bataillon en formation au camp d'entraînement de l'Union européenne que le chef d'état-major général des armées a rendu cette visite à Koulikoro. Le général de division Mahaman Touré, convaincu du professionnalisme de l'EITM, a tenu à savoir de visu par section les conditions de travail, le fonctionnement, les équipements disponibles, les insuffisances, bref, la capacité et autres performances des éléments du bataillon Balanzan. À ce jour, ce que j'ai vu est très satisfaisant, non seulement par rapport au moral des troupes, les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais aussi le type de formation qu'il leur est donné. J'ai eu le temps de m'entretenir avec certains d'entre eux, je les ai vus à l'entraînement. Cet entraînement est d'abord de qualité, il consolide sur ce qui a été déjà fait comme formation donc de base, mais il permet non seulement de travailler sur la confiance entre les militaires, leur encadrement, et ça permet à cet encadrement-là de bénéficier des dernières techniques. Cette visite d'évaluation technique du chef d'état-major général des armées permet d'asseoir un climat de confiance au sein de la troupe. Les militaires ont bon moral, ils apprennent tout ce que leur est dit parce qu'ils savent que c'est pratique et ils pensent que c'est une formation donc de qualité. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu également au cours de cette visite sur le champ de tir de Tanabougou, une localité située à quelques encablures de Koulikoro. Ici, c'est des tirs à barres réelles. Le projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourma a tenu la 8e session de son comité de pilotage après une année d'arrêt des activités dues à la crise sécuritaire et à la clôture du financement de la Banque islamique de développement. 2014 sera l'année de l'achèvement des travaux entrepris par le projet dans notre pays, nous dit Abdrahman Meiga. Pour 2014, le projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourma orientera ses interventions sur la poursuite et l'achèvement des travaux en cours ou la réhabilitation des infrastructures endommagées par la crise sécuritaire de 2012. Parmi les actions inscrites au programme d'activité de 2014, il y a entre autres la construction de 8 puits-citernes et d'un système d'adduction d'eau à Gossi dans la région de Tombouctou. Le PDLG revêt une importance capitale parce qu'il va contribuer à la réduction de la pauvreté par la mise en œuvre d'une politique de sécurité alimentaire, d'amélioration des revenus des producteurs et de protection de l'environnement. Autre action non moins importante à l'agenda 2014 de ce projet sous-régional regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans notre pays sont le surcreusement des 7 mares, la réalisation des tronçons des pistes rurales et la production des rapports. Autant d'actions qui nécessiteront la mobilisation d'1,807 milliard de francs CFA. Les options stratégiques développées dans le cadre de ces composantes visent à lever les contraintes d'ordre technique qui limitent la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance
de l'économie et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour l'atteinte des objectifs de son programme d'activité 2014, les administrateurs réfléchissent sur des stratégies pour la mobilisation des ressources financières. Aussi, la rencontre sera mise à profit pour la formulation des recommandations qui serviront de feuilles de route pour les actions futures de ce projet. Du 7 au 13 avril prochain, la Côte d'Ivoire accueillera le premier marché ivoirien de l'artisanat. En organisant cette rencontre, l'État ivoirien vise la promotion de l'innovation et la qualité en matière d'artisanat africain. C'est ainsi que les organisateurs étaient devant la presse malienne cet après-midi au ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Notre reporter Oumar Sangaré était présent. Il s'agit pour les organisateurs du marché ivoirien de l'artisanat MIVA d'informer la presse nationale sur cette rencontre qui se veut une opportunité pour les artisans du continent. Le MIVA, qui est à sa première édition, résulte de la volonté de l'État ivoirien à donner un coup de fouet à la promotion de l'artisanat africain, d'où le slogan « Artisanat, compétences pour la croissance ». Aujourd'hui, nous devons prôner une théorie de l'art utilitaire, de l'art de service. On produit pour que ça puisse servir, on produit pour que celui qui produit puisse avoir des retombées de sa production. Et donc, au MIVA, on va faire appel à des acheteurs professionnels, de sorte que les artisans sélectionnés, les artisans qui y vont, seront en face d'acheteurs professionnels identifiés avec le partenariat de l'USAID pour que ces artisans-là puissent avoir l'opportunité. Exposition sectorielle, conférences et panels en salle, table ronde avec les acheteurs professionnels et ateliers de formation seront au menu de cette rencontre. Le thème retenu pour ce premier marché ivoirien de l'artisanat est « Promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain ». La Fondation Ali Farka Touré a animé une conférence de presse visant à informer les hommes de médias sur les activités commémoratives du 8e anniversaire de la disparition de la figure emblématique de la musique internationale. Au programme, l'activité phare sera l'inauguration des monuments dédiés à l'artiste. Modibo Soirée. Ce point de presse donne le top départ des activités commémoratives du 8e anniversaire du décès de Ali Farka Touré. L'artiste nous a quittés, on se rappelle, le 7 mars 2006 après une carrière musicale bien remplie. C'est donc pour rendre hommage que la fondation qui porte son nom a initié cette série d'activités. Il y a l'inauguration du monument Ali Farka Touré. Et ça, c'est à la Fiabougou, après le rond-point Cabral. Et il y a aussi le match de football qui va se tenir au terrain Chaba de la Fiabougou. Il y a aussi les œuvres d'Ali qui seront à la galerie Médina. Enfin, un grand concert où tous les artistes, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont attendre des cartes. Bon, il faut savoir que l'homme est imparfait, on ne peut pas donner des cartes, on ne peut pas nous-mêmes donner des cartes à tout le monde. Le thème choisi pour cette 8e édition d'hommage est intitulé « Le mérite ». La fondation qui vient de tenir son assemblée générale a décidé de changer l'appellation de la fondation, devenue désormais Ali Farka Touré Foundation. On a beaucoup de partenaires anglais, des Européens. Donc au cours de l'assemblée, on s'était dit pourquoi ne pas mettre Ali Farka Touré Foundation. Donc ça revient à la même chose parce qu'en cliquant sur le site web, c'est toujours fondation, parce que fondation en anglais aussi, c'est fondation, c'est la même appellation. C'est pour cela qu'on a changé de nom. Ali mérite tout. Le mérite du triple Grammy Award américain sera donc magnifié tout au long de ce week-end par le monde de la culture dans toute sa diversité. Des moments forts qui marqueront sans nul doute cette série d'activités en hommage à cette sommité de la world music, Ali Farka Touré. Les amis maliens du regretté Hugo Chavez, ancien président du Venezuela, ont célébré ce matin le premier anniversaire de sa mort et c'était au Centre international de conférence de Bamako, à Gali Aguissa. 5 mars 2013, 5 mars 2014, il y a juste une année que la République bolivarienne du Venezuela avait perdu son président. Hugo Chavez a été président du Venezuela de février 1999 à mars 2013, date à laquelle il est décédé suite à un cancer à l'âge de 58 ans.
Durant les 4 mandats successifs à la magistrature suprême de son pays, le commandant a pu établir un pont entre Caracas et Bamako. Et c'est dans ce cadre que les étudiants maliens à Cuba et au Venezuela ont créé la fondation Hugo Chavez, une façon de rendre hommage à cet homme. Chavez fut le guide suprême de la révolution bolivarienne du Venezuela, considéré comme l'ambassadeur des pauvres, le porte-parole des sans-voix. La coopération entre le Mali et le Venezuela couvre plusieurs domaines. La visite du fondateur du Parti socialiste unifié du Venezuela au Mali en 2006 a donné un coup d'accélérateur aux relations entre les deux pays. Des accords importants ont été signés entre nos deux nations dans le domaine de la diplomatie, des mines et des ressources humaines. Nos deux continents, africains et sud-américains, présentent de nombreuses similitudes en termes de population, d'histoire, de défis pour la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. L'esprit de Chavez n'est pas mort, il est caché, il souffle comme le vent, il est dans notre esprit. L'exécution des hymnes nationaux des deux pays et la projection d'un film sur la visite du commandant Hugo Chavez au Mali avaient donné le ton à cette cérémonie. À présent, nous corrigeons un problème d'aiguillage qui nous avait fait passer un élément à la place d'un autre. Et on me signale que présentement, l'élément est bien en place. Il s'agit du reportage de Lamine Keita qui a porté comment protéger les espaces publics contre les occupations anarchiques. L'objectif de cette rencontre d'échange est de partager avec la presse, les organisations de la société civile, les contenus de la nouvelle loi des finances publiques et le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ces deux documents adoptés en juillet 2013 introduisent plusieurs innovations dans la gestion des finances publiques. Ce qui est important par rapport à ce code-là, c'est que déjà, il y a l'obligation, donc, après la fin d'un régime, donc, carrément, de faire un rapport sur la gestion, d'auditer carrément la gestion, donc. Voilà, toujours l'élément n'est pas en place. J'espère qu'on pourra retrouver le reportage d'ici la fin de ce journal. En attendant, nous poursuivons avec le cours normal de ce journal avec l'association britannique Send a Book to Mali, c'est-à-dire en français, envoyer des livres au Mali. L'association vient d'offrir un lot de plus de 1000 livres à 30 écoles maliennes. La remise symbolique a eu lieu au Musée national et ces livres seront repartis entre des écoles de Bamako, de la commune du Mandé et de la région de Ségou. Ces livres sont en anglais et pour les initiateurs, l'objectif est de favoriser l'apprentissage de l'anglais au Mali. Et ce projet a reçu l'accompagnement de la famille Bassekou Konaté, son épouse qu'on vient de voir sur ces images d'ailleurs. L'association de défense des aides, des droits des aides ménagères tient depuis hier mardi son premier forum. 3 jours durant, les 12 groupements d'aides ménagères du district de Bamako échangeront sur les difficultés liées au respect des droits des aides ménagères. Et le forum dotera l'association d'un plan d'action visant l'amélioration de leurs conditions de vie. Nouhoum Sissoko, compte rendu. Ce premier forum de l'Association de défense des droits des aides ménagères vise à dénoncer les violences faites à ses membres d'une part et d'autre part à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous nous réveillons avec le premier chant du coq et nous couchons très tard la nuit. Prêts à nous relever encore dans la nuit en cas de besoin. Au regard de ces constats, l'association entend poursuivre ses actions et en appelle aux autorités. Réduire le temps de travail des aides ménagères de 17h à 8h par jour. Nous demandons l'application de l'article L86, article D86-10 sur les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel de maison, qui stipule que nous devrions être payés à minimum 21 936 francs CFA par mois. En 3 ans d'existence, l'association a enregistré des avancées. Depuis que l'ADAD est là, nous, les aides ménagères, on s'est sentis à l'aise. Au moment où on demandait de rentrer au village, il y a les patrons qui nous disaient « Tu as cassé mes verres, tu vas prélever tout ça de ton salaire ».
Le forum doit élaborer un plan d'action qui déterminera les activités à mener pour améliorer le quotidien des aides ménagères. Nous allons à Ségou où l'opération Enfant Noël s'est manifestée en faveur des tout-petits. C'est à travers une cérémonie de remise de cadeaux organisée par la coordination régionale de Ségou. Les papillons, c'était au jardin d'enfants, pour ceux qui connaissent Ségou, au jardin d'enfants, les papillons de l'Office du Niger de Ségou. Nous retrouvons Fousseini Samaké. Danse chorégraphique, poèmes, chants consacrés à la paix, remise d'attestations et cadeaux aux enfants sont entre autres activités qui ont marqué cette journée dans la capitale des Balanzans. L'opération Enfant Noël, à travers ses gestes de générosité, invite les parents et éducateurs à mettre un accent particulier sur la bonne éducation des enfants qui constitue l'espoir de demain. Qui dit la famille, dit les enfants. C'est pour montrer l'amour de Dieu aux tout petits que nous sommes là cet après-midi. En remettant les premiers cadeaux au quadruplé, 4 fillettes de Mme Kamara Sita Sidibé, la coordinatrice nationale de l'opération Enfant Noël a rappelé que l'enfant est un cadeau divin auquel chaque parent doit prendre soin. Le Seigneur que je suis, dans la parole de Dieu, a aimé les enfants. Et il a donné aussi la mission d'aimer les enfants, d'encadrer les enfants. J'ai toujours interpellé les parents, surtout nous les mamans. Nous devrons prendre soin de nos enfants et veiller à l'éducation des enfants. À Ségou, les bénéficiaires sont des enfants des différentes écoles de Ségou, sans distinction religieuse. En 5e région, une préoccupation chère à l'UNICEF et à l'ERTM, à savoir l'allaitement maternel, était au centre d'une grande émission publique dans la commune de Sokoura. Initiée par la direction de la radio rurale, l'activité vise à sensibiliser les populations sur l'importance et les valeurs nutritives irremplaçables du lait du sein pour les nourrissons. Nous retrouvons Jules Sambou Sissoko. Le partenariat ORTM-UNICEF se porte bien, donnant ainsi des résultats féconds mutuellement bénéfiques. Pour preuve, cette émission radiophonique publique qui vient d'être produite à Djondjori, dans la commune de Sokoura, à l'initiative de la direction de la radio rurale, elle a porté sur une préoccupation de l'heure, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel fait partie des pratiques qui peuvent sauver des vies. Vous savez, plus que moi ici, il y a plus de 50% des causes de mortalité des enfants c'est lié à la malnutrition. Et l'allaitement maternel, l'allaitement du jeune enfant, constitue une des pratiques essentielles pour la prévention de la malnutrition. Autour de cette préoccupation, les neurones du public ont été soumises à des énigmes et questions-réponses. Un jury de 4 membres a départagé les participants. Les plus méritants se sont vus les bras chargés de cadeaux. L'essentiel qui a porté sur la transmission des messages a bien réussi. Très porteur, parce que toute l'initiative a été développée avec radio-télévision, avec les communautés, et c'est là que c'est extrêmement important. À Mopti, cette émission publique a été rondement animée par les animateurs de l'ERTM Mopti. Toujours en 5e région, le comité épique de la commune rurale de Madougou, cercle de Koro, avec l'appui technique de la Fédération malienne de hippisme, a organisé dimanche dernier la première édition du Grand Prix du Sens. La compétition a regroupé une centaine de chevaux venus des cercles de Koro et Bankas. Mahamar Ibrahim Touré. Cette première édition du Grand Prix d'Issénou a dressé un public des grands jours. Une centaine de chevaux venus de toutes les contrées du pays d'Ogon y ont pris part. Organisée par le comité hippique de Madougou et la Fédération malienne de hippisme, la course des chevaux a regroupé les cracks sur 3600 mètres, les demi-cracks en 2 courses sur 2400 mètres et les petits chevaux en 2 courses sur 2200 km. C'est notre devoir de développer ce sport du terroir. Et je suis heureux de me retrouver ici avec une équipe de la Fédération malienne de hippisme pour apporter une assistance technique au très dynamique comité hippique de Madougou. C'est un sentiment de fierté, c'est une tradition chez nous. Cette culture est restée dans le soin de Gondo. C'est pourquoi nous insistons pour perpétuer ce talent, pour pouvoir développer la race chevaline. À l'issue de la course des petits chevaux, premier groupe, Bankas a remporté le premier et le deuxième prix, suivi de Koro.
Deuxième groupe, Koro remporte les premiers et les troisièmes prix, suivi de Bankas. Pour les demi-crack, premier groupe Bankas remporte les premiers et deuxième prix. La troisième place revient à Koro. Deuxième groupe, Bankas occupe les 3 places. Pour les cracks, le premier prix, troisième et quatrième prix reviennent à Koro. Deuxième et cinquième prix à Bankas. Le prix du meilleur joker est revenu à Idrissa Guindo de Bankas. La commune de Banougou a remporté le Grand Prix du Sono, remis par les parrains qui a rendu un hommage aux chevaux venus de contrées lointaines pour faire vivre ce sport et rappeler l'enracinement du cheval de notre culture. Dans un passé récent, des chevaux tels Bambou, Baïné et Degebele appartenant à M. Ibrahim Bouakar Ba, Dogono, Kalanga et Maron appartenant à M. Amadou Djatri Djara, Paskini appartenant à M. Mamadou Bari Traoré et Gladys appartenant à M. Ousmane Farouta ont fait la fierté du Sono. Les manifestations folkloriques ont mis fin à la fête du cheval. Un match international amical joué ce soir, match que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur nos antennes. Les Aigles du Mali et les Lions du Sénégal ont concédé le nul, 1 but partout. Les Maliens ont marqué par Moustapha Yatabaré en première période, mais le but a été refusé pour une position hors jeu. Il a fallu donc attendre la deuxième mi-temps pour voir des buts. Sadio Mané a ouvert le score à la 60e minute pour le Sénégal. Cheikh Tidiane Diabaté a établi la parité pour les Aigles. Les deux pays préparent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le tirage au sort aura lieu le mois prochain. Voilà. Voilà, les Aigles du Mali. Je le disais dans le titre, toute cette semaine, la femme malienne sera célébrée par l'ORTM pour la suite de notre série de dossiers consacrés au 8 mars. Gros plan ce soir sur 3 femmes travaillant dans le domaine des sciences. Il s'agit de Touré Nana, vétérinaire de son état, Sangaré Tenin Awachiro, chercheur, et Djeneba Diarra, qui est étudiante en géodesign. Elles sont là où on les attendait le moins du monde et font consciencieusement leur travail. On les découvre avec Nyanya Aliou Traoré. Native de Tombouctou, Touré Nana vient d'une famille nombreuse et d'intellectuels. Si ses frères sont devenus docteurs en mathématiques et en anglais, Nana a choisi, elle, d'être technicienne vétérinaire. J'aime beaucoup les animaux, surtout la volaille. C'est dans les fermes que notre technicienne vétérinaire passe ses week-ends à s'occuper des animaux. Elle les soigne, leur donne à manger avec autant d'affection. C'est une visite d'entretien que nous on fait sur le terrain. Sinon, on est pharmacien. Quand on va sur le terrain, la vaccination, on fait l'injection, on fait les trypanosomiases, donc on fait les déparasitage internes, ainsi que les déparasitage externes aussi. Le quotidien de Nana, c'est donc d'être avec les bœufs, vaches, poules et autres animaux. Si elle n'est pas sur le terrain, c'est dans une pharmacie qu'elle exerce ses compétences. Touré Nana est pour la cause féminine. Selon elle, les valeurs d'une société reposent sur la femme. Donc, elles ne doivent en aucun cas se surestimer. Chercheur en microbiologie, Sangaré Tenin Awachiro est également spécialiste en biochimie. Directrice adjointe de l'INRSP, cette laborantine est passionnée de recherche. J'aimais la chimie, j'aimais la biologie. C'était ça. Peut-être c'est ce qui explique ma spécialisation en biochimie. Parce que c'est les deux matières que j'aimais le plus. Je n'ai pas pu vraiment transmettre l'engouement que j'ai pour la biologie ou bien la chimie à mes enfants. Et ça me fait très mal. Après ses études supérieures à Moscou puis au Canada, Madame Sangaré décide de rentrer au Bercail pour contribuer au développement de son pays. Mais le début n'a pas été du tout facile. Quand moi je suis arrivée, il n'y avait pas de femme cadre ici. Donc j'étais pratiquement la seule parmi les hommes. Bon, peut-être chacun a son tempérament. Moi, on ne m'intimide pas. Personne ne peut m'intimider. Donc je sais ce que j'ai étudié également. Je sais ce qui est dans mon cerveau. Donc à cause de ça, je n'avais aucun complexe devant les hommes et je faisais mon travail comme il le fallait. Et c'est dans un rapport d'égalité que Mme Sangaré travaille avec ses confrères. Ces derniers l'estiment considérablement. Après les sciences,
Madame Sangaré est une grande passionnée de reggae. Elle partage cet amour avec ses enfants et son mari. À présent, j'ai 33 tours de Bob Marley dans mon armoire ici. Donc je suppose qu'elle dansait également le reggae dans votre jeunesse. On dansait. Est-ce qu'on n'a pas pris le prix de meilleur danseur au temps du flamboyant? À noter aussi ce détail et non pas le moindre. Monsieur Sangaré apprécie surtout la bonne main de son épouse, qui est la seule à pouvoir lui concocter ces petits plats dont elle a les secrets. Ma femme est cordon bleu. Tout ce qu'elle prépare, mais spécifiquement le taux de ségou, c'est le meilleur. C'est sur le terrain que nous avons rencontré Djeneba Diarra, la benjamine de ce tableau de femmes de sciences. Étudiante en 3e année de géodésie à l'École nationale d'ingénieurs, elle passe pratiquement toutes ses journées sous le soleil. Là, je suis sur un chantier de route. Bon, là, nous sommes là pour la construction de cette passerelle. La passerelle pour les cyclistes. Ce choix, je dirais d'abord, depuis le lycée, j'avais envie de devenir ingénieur. Comme on le dit, c'est pratiquement un métier d'homme, mais il faut du courage et puis lorsqu'on veut, on peut quoi. Le domaine choisi par Mademoiselle Diarra n'est pas très convoité par les filles. Tenez-vous bien, sur le chantier, Djeneba est la seule femme à bosser au milieu des hommes. Je ne sais pas de me prendre en femme. Je ne me dis pas je suis une femme, donc lui il doit faire ça et moi je ne devrais pas faire ceci. Non. Je suis là, je travaille comme eux, je fais tout comme eux. Dans sa famille, elle fait la fierté de tout le monde. Pour le père, il n'y a pas de doute. Sa fille portera un jour très haut le drapeau du Mali et c'est là grâce à son travail. C'est quand même que c'est une fille qui est très très courageuse, intelligente. Et elle a voulu être exceptionnelle à un moment, faire quelque chose que les autres filles n'ont pas l'habitude de faire. C'est pourquoi c'est d'elle-même qu'elle a choisi cette filière-là. Et moi, je la soutiens de toute ma force. En plus de son travail, Djeneba souhaite fonder un foyer un jour. Car pour elle, une femme, c'est aussi un foyer et des enfants. Après tout, je suis une femme, j'aimerais former, c'est quand même dans le programme de former un foyer et puis d'avoir des enfants. Être femme, ce n'est pas un fait du hasard. Ces 3 braves femmes en sont une parfaite illustration. Comme dirait aussi l'autre, quand la femme veut, elle peut. Hommage à vous. Hommage à toi, Nyanya Aliou Traoré, une Nyélénie de la rédaction du journal télévisé. Avant de refermer ce journal, sport championnat national de Ligue 1, la 9e journée. Hier, l'AS Bakarijan de Baraouli s'est imposé 2-0 face à l'ASB. Auparavant, l'Office du Niger Sport a battu El Ouidji FC 3-1. Les matchs ont eu lieu au stade Modibo Keita. Résumé des matchs avec Diarra Konati. La bataille des mal classés, El Ouidji FC et l'Office du Niger Sport, respectivement avant-dernier et dernier, avec 4 points et 3 points, s'est tournée à l'avantage des Ségoviens victorieux 3-1. Cette victoire est vite acquise par les visiteurs. Les assauts de l'Office du Niger Sport se concrétisent à la 32e minute suite à un penalty provoqué par Lassine Pléa. Boubacar Diarra transforme pour son équipe 1-0, score à la pause. 2 minutes après la reprise, Bassirou établit la parité 1-1. Sori Bekouma, face au portier, est chargé. Ce second penalty est tiré par Mourbo Aïdara. Les joueurs de l'Office du Niger Sport se libèrent totalement avec un 3e but à la 72e minute inscrit par Moulay Diallo. 3-1, score final. En seconde heure, l'ASB recevait les rouges de l'AS Bagadjan de Baraouli pour le compte de cette 9e journée de Ligue 1. La première période sera marquée par des situations de but de part et d'autre. L'AS Bagadjan arrive à ouvrir le score à la 16e minute. Suite à un corner, Mamadou Diarra trompe le portier 1-0. L'ASB va encore s'écouler avec un second but inscrit par l'AS Bagadjan. Une réalisation de Mamadou Diarra qui signe le doublé. 2-0, score final. L'AS Bagadjan, qui était 4e au classement, se bat pour le trio des têtes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information...